Merci Romain, et puis merci Clément pour cette super présentation qui fait bien le lien avec les rivières intermittentes, parce qu'en effet, en gestion quantitative, les eaux de surface et les eaux souterraines sont intimement liées, et quand il y en a une qui décline, l'autre décline aussi. Donc, je vais vous présenter un petit peu un panorama des recherches actuelles sur les cours d'intermittents et pourquoi ça pose un réel challenge pour la gestion de la ressource en eau. Alors, tout d'abord, je commence par cette diapo qui est un peu provocative, mais en fait, jusqu'à présent, on considérait les rivières qui s'asséchaient comme étant anecdotiques. Et en fait, on est en train de découvrir que en fait, c'est la norme. Il y a plus de 60% du linéaire du réseau mondial qui est naturellement intermittent. On sait aussi que ce pourcentage est en train de changer. Alors, avant d'aller plus en détail, je vais juste revenir sur quelques définitions pour être sûr qu'on soit d'accord. Donc, rivière, cours d'eau, ruisseau, on sait qu'il y a une différence de taille, il n'y a pas vraiment de limite, d'accord? Et c'est à peu près la même chose quand on parle d'intermittent et d'éphémère. On sait qu'éphémère, c'est quelque chose qui s'assèche plus souvent, de manière moins prévisible qu'un écoulement intermittent, mais là encore, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distinction. Et cette distinction, elle varie en fonction des disciplines, qu'on soit hydrologue, écologue ou gestionnaire. Alors, moi, je les appelle IRES avec l'ensemble de la communauté pour Intermittent River and Ephemeral Stream. Et l'idée, elle est simplement de dire que ça reflète cette variabilité dans le temps et dans l'espace et qu'on considère toute rivière qui est susceptible de s'assécher. Sachant, comme on le voit sur ces 4 photos, d'une petite rivière du sud de la France, qu'en fait, un assèchement, ça peut être simplement la rivière, elle cesse de s'écouler. Il n'y a plus de débit. Elle est sous forme de mouille déconnectée, comme on le voit sur la diapo en haut à droite, ou alors elle s'assèche complètement, comme sur les diapos en bas à gauche. Alors, en fait, ces rivières, comme j'ai montré, elles sont partout. Et en fait, elles sont même dans les zones humides. Donc, moi, j'ai vécu un petit peu en Nouvelle-Zélande, en Bolivie, j'étais en sabbatique dans la forêt amazonienne. En fait, il y a des courants intermittents partout. Ce n'est pas simplement l'apanage des pays arides ou de la zone méditerranéenne. On sait aussi qu'elles sont de plus en plus abondantes, ou en tout cas leur distribution dans le temps et l'espace change en lien avec le changement climatique et les abstractions. Alors, dans les 50 dernières années, là, il y a 7 des plus grands fleuves du monde, donc des fleuves qui se jettent dans un océan, une mer, qui se sont asséchés. Donc, c'est vraiment une tendance qui est très forte. Un peu comme la tendance à l'assèchement des puits que montrait Clément juste avant. Et en plus de ce phénomène-là, on voit de plus en plus de conséquences socio-écologiques dramatiques. Il y a des mortalités de poissons qui peuvent être massives en Europe, en Australie. Il y a des petites guerres qui commencent à se déclarer entre des pays suite à de la gestion quantitative et à de l'assèchement de cours d'eau. Alors, qu'en est-il en France? On avait modélisé, à partir de ce qu'on avait comme données sur la banque hydro, la présence d'intermittence. Donc, vous avez une carte là, il n'y a pas tout le réseau hydrographique qui est représenté, il sera en blanc. Par contre, en gris, c'est les tronçons qui s'assèchent. Donc, on voit déjà que donc c'est un modèle qui est forcément pas exact, mais qui a une capacité prédictive qui est pas trop mal à cette échelle-là. Et on a entre 30 à 40% du réseau hydrographique français qui s'assèche, que ce soit naturellement ou pas. Là, on ne peut pas faire la distinction avec cette méthode. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ce n'est pas l'apanage de la région méditerranéenne et que notamment la Bretagne est fortement impactée par la présence de zéro dans les chroniques de débit. Alors, historiquement, ces cours d'eau, ils ont été un peu négligés par les écologues aquatiques. Forcément, quand on est écologue aquatique, on aime bien l'eau. Et donc, on ne s'intéresse pas trop aux trucs qui s'assèchent. Et à l'inverse, quand on est écologue terrestre, on n'a pas trop envie d'aller dans des trucs où ça s'inonde souvent. Donc, si on reprend là, rapidement les concepts qui ont guidé l'écologie aquatique et donc les pratiques de gestion actuellement, en fait, du fiche zone qui est le plus ancien jusqu'au plus complexe actuellement, il n'y en a aucun qui permet d'intégrer les rivières intermittentes parce qu'ils font tous appel à la loticité, c'est-à-dire la présence de courant, le fait qu'il y ait une directionnalité, donc l'eau, elle coule évidemment d'amont en aval, et puis il y a une continuité hydrologique, et c'est tous des modèles qui sont très axés sur les communautés et les fonctions aquatiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore un cadre conceptuel propre pour pouvoir intégrer ces systèmes, et du coup, ça défie un peu les connaissances qu'on a en écologie aquatique. Donc je vais essayer de faire un bref aperçu de ces défis pour passer après à une thématique un peu plus gestion. Donc, quand on pense à un cours d'eau, en général, on a ça en tête, c'est-à-dire, ça c'est l'Albarine, c'est une petite rivière qui coule à côté de chez moi, une rivière avec un débit continu à l'année. En fait, c'est ce genre de rivière, si on y va au printemps, on n'a plus de courant, on a simplement des mouilles déconnectées, et puis progressivement, on a un lit qui est complètement asséché. Donc, dans le temps,
On a trois types de conditions différentes. L'oticité, l'anticité et puis un environnement terrestre. Il y a même des pieds de tomates qui poussent dans le lit de la rivière tout l'été. Et en fait, cette rivière, si on y va le même jour, mais à différents endroits, on peut la voir comme une rivière normale qui court, comme une rivière qui est sous forme de mouille déconnectée ou comme un écosystème complètement terrestre. Donc, en fait, c'est très variable dans le temps et l'espace. Et ça donne un peu ça quand on reprend l'échelle bassin versant, un peu comme les modèles de Clément tout à l'heure. Voilà, on voit un réseau hydrographique, c'est le Touareg pour ceux qui connaissent, qui est en Charente. Donc, c'est des observations réelles de l'état d'écoulement. J'y reviendrai tout à l'heure grâce aux observations des faits de pêche. Donc, vous voyez en bleu, c'est quand il y a du courant. En orange, enfin en jaune quand il n'y en a plus. En rouge, quand il n'y a plus du tout d'eau. Et donc, il y a des observations qui sont faites régulièrement et vous voyez à quelle variabilité on a un changement de la composition, de l'arrangement spatial de ces mosaïques d'habitat. Et donc, on se doute bien que ça, c'est fondamental pour les communautés. La première chose qu'on connaît, c'est que si on prend la richesse taxonomique locale de tous les groupes biologiques qu'on peut connaître, donc ça va des micro-organismes, des invertébrés, qui soient benthiques ou hyporhiques, c'est-à-dire qui vivent dans le sous-écoulement où les eaux de surface et souterraines se mélangent, les diatomées, les plantes ripariennes ou les poissons, en général, quand on a l'intermittence annuelle qui décroît, et donc le pourcentage avec de l'eau à l'année, on a une richesse taxonomique qui baisse. Évidemment, c'est un challenge. On s'est aperçu en comparant ces patrons, donc vous voyez sur des points rouges, c'était une sorte de méta-analyse, des analyses qu'on a conduites sur plusieurs continents avec des contextes climatiques et biographiques différents, qu'en fait, on a ces relations-là qui sont vraies, quel que soit le bassin versant. Alors là, il y a différentes couleurs parce qu'il y a différents niveaux taxonomiques qu'on a essayé d'homogénéiser. Dans tous les cas, on a une décroissance forte avec l'augmentation de l'assèchement de la richesse taxonomique en invertébrés aquatiques. Alors, est-ce que ces systèmes ont une plus faible diversité? Tout dépend du point de vue. Là, j'essaie d'illustrer très rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers, le concept de diversité bêta. C'est-à-dire qu'en fait, ces quatre petits ronds, ils ont 5 espèces qui sont matérialisées par des couleurs et des formes. En fait, là, vous voyez que on a 3 sites avec n égale 5. Localement, on a une diversité de 5, mais en fait, ce n'est pas les mêmes espèces. Et ça, c'est intéressant en écologie parce que du coup, la diversité entre ces communautés, elle est aussi égale à 5. Et au total, elle sera égale à 15. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la diversité d'un point qui compte, mais aussi c'est les différences de diversité entre sites dans un même paysage ou entre différentes dates sur un même site. Parce qu'en fait, tout ça, ça contribue à ce qu'on appelle la diversité régionale et c'est fondamental pour expliquer la résilience, notamment sur le changement climatique. Et si vous vous souvenez des petites cartes d'observation du Touareg, où on voit ces différents écoulements et la mosaïque qui change dans l'espace, on se doute bien que en fonction de l'augmentation des assèchements, on a une augmentation de cette diversité bêta. Donc là, c'est une étudiante qui a fini son doctorat avec moi il y a 2 ans, qui a montré ça sur une quinzaine de bassins versants, c'est-à-dire que je ne prends pas dans les détails, mais concrètement, vous pouvez voir sur les courbes que plus le nombre d'assèchements et la durée d'assèchement augmente, plus cette diversité bêta augmente. Alors voilà, l'idée est simplement de dire que regarder un nombre, il faut prendre avec des pincettes. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation ou une baisse de la diversité que c'est bien ou mal, mais c'est simplement que la biodiversité, c'est une notion complexe et qui dépend pas mal du point de vue qu'on lui donne. Dans ces systèmes, évidemment, si on s'intéresse aux invertébrés terrestres, on a encore plus de surprises. J'avais un étudiant en doctorat qui s'appelait Roland Corti, qui est en train de là, en photo, d'échantillonner les invertébrés terrestres sur des rivières où il n'y a pas d'eau. Alors moi, j'ai passé 10 ans à travailler sur une rivière et j'ai trouvé au maximum 35 espèces aquatiques. Lui, en une année d'échantillonnage, il a dépassé 100 espèces terrestres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des systèmes qui sont très riches d'un point de vue terrestre. Et ce n'est pas uniquement des espèces terrestres qui viennent des zones ripariennes adjacentes. Ce graphe-là montre en gris la proportion qui est partagée entre le liais séché et la zone riparienne. Et vous voyez qu'il y a des taxons qui sont entre 10 et 30% qu'on n'a trouvé que dans ce site, c'est-à-dire qui ne vivent pas à côté, qui sont spécialisés de ce type de milieu. On a aussi au total plus de 300 espèces qui ont été identifiées spécifiques à des rivières asséchées sur différents continents, donc en Italie, en France, en Australie et en Afrique du Sud. Et puis, il y a une question qui est encore peu étudiée à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qui vit dans les communautés lentiques, c'est-à-dire quand les rivières elles s'assèchent, elles restent sous forme de mouille déconnectée. Et là, c'est un peu terrain incognita. Est-ce que ça ressemble à des communautés de zones humides
On se doute qu'un petit peu, mais pas que, puisque les colonies sont quand même au départ dans la rivière. Donc là, il y a pas mal de projets de recherche qui essaient d'éclaircir ça, mais au jour d'aujourd'hui, on connaît peu cette communauté. Alors, c'est des systèmes qui ont une biodiversité qui est dynamique et fascinante, mais je parle de cours d'eau qui sont naturellement intermittents, c'est-à-dire où l'évolution a pu jouer son rôle. Et donc, il y a eu des adaptations, soit à travers des traits physiologiques, comportementaux, etc., pour que les espèces puissent survivre. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame avec des rivières qui s'assèchent de manière non naturelle, parce que là, on les connaît très peu. Je vais vous parler pourquoi un petit peu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les rivières qui sont en général asséchées du fait de l'impact, par exemple, comme sur la photo de prélèvement ou l'irrigation, on se doute bien qu'il y a aussi tout un cocktail de stress qui s'ajoute au manque d'eau. Je pense là notamment aux pesticides. Donc, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre les cours d'eau qui s'assèchent naturellement et les cours d'eau qui s'assèchent de manière anthropique. Alors, c'est quoi la conséquence pour la gestion de ces systèmes? La première, qui est quand même un gros problème, c'est aussi ce qui fait que ces systèmes ont été plus ou moins oubliés par les scientifiques et notamment les hydrologues pendant très longtemps, c'est qu'en France, on a un super réseau qui permet de mesurer en temps réel le débit des cours d'eau. Il y a moins de 5% de ces stations, donc de la banque hydro, qui sont installées sur des secteurs intermittents. Évidemment, c'est un réseau qui a été fait pour mesurer les risques de crue et on a tenté de limiter leur implémentation sur les cours d'eau intermittents, mais quand on sait qu'il y a 30 à 40% du réseau, c'est un souci. C'est-à-dire qu'on n'a pas les données représentatives pour pouvoir comprendre leur distribution dans le temps, l'espace, leur dynamique, etc. Alors, il y a depuis quelque temps un réseau d'observation qui s'est mis en place, qui est le réseau ONDE, qui permet d'améliorer la vision de l'importance des ASEC, notamment dans les têtes de bassin versant. Mais c'est un réseau qui ne suffit pas encore à déterminer les fonctionnements écologiques du fait qu'il ne soit pas continu à l'année et du fait de son battant et des ressources humaines qui nécessitent. Un autre point qui est important en termes de gestion, c'est que du coup, ce manque de données hydrologiques et cartographiques, il a une tendance, en tout cas pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes-Auvergne-Rhône-Alpes, à faire que ces cours d'eau sont en train de disparaître des cartes. Et c'est un point qui est extrêmement inquiétant. On a fait une synthèse sur le processus de reclassement des cours d'eau qui, normalement, a dû être fini en 2015, mais qui est encore en cours dans la plupart des départements. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ce tableau, mais en fait, on a interrogé les acteurs, donc DDT, OFB, Chambre d'agriculture, sur comment ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient déclassé, etc. En fait, on s'aperçoit que dans certains départements, il y a jusqu'à 30%, voire 40% des cours d'eau qui ont été déclassés, et qu'en fait, ces cours d'eau, en majorité, sont des cours d'eau qui ne correspondent pas aux critères à avoir un débit suffisant l'année. Pour être très clair, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces milieux, je ne peux pas répondre à savoir qu'est-ce qu'un débit suffisant l'année, pour qui, pourquoi. C'est un critère qui est très flou. Et il y a plus de 65% des gens qui ont déclassé les cours d'eau au motif de ce critère-là, et eux-mêmes, à 90%, ils indiquent qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent même pas comment on mesure un débit suffisant l'année, il n'y a pas les données. Donc, c'est vraiment un point qui est problématique parce qu'à terme, ces cours d'eau, ils vont disparaître des cartes. Heureusement, on a de nouveaux efforts qui permettent de compenser un petit peu ce manque de données. Donc, je pense à l'appui des sciences citoyennes. Donc, il y a plusieurs applications smartphones qui ont été développées pour pouvoir compléter un petit peu le réseau ONDE. Et là, l'idée, elle n'est pas d'avoir des points fixes. Je pris un exemple là, qui est sur l'Albarine, enfin sur même le bassin étendu de l'Albarine, où grâce à une application smartphone qui s'appelait Crowdwater, et on est en train d'en développer une spécifiquement pour observer des assèchements. C'est un peu comme l'application Amber qui permet de repérer les obstacles à l'écoulement. On arrive sur un tronçon, on voit qu'il est asséché, on dit s'il y a de l'eau qui coule ou de l'eau ne coule pas, ou si c'est complètement sec. On prend une photo et ça nous envoie ça dans une base de données que nous, on manage. Et à terme, ça va permettre de compenser un petit peu le manque d'informations et puis de pouvoir voir où c'est qu'il y a des assèchements. Dans la même idée, il y a un développement actuel en France, dans plusieurs régions, notamment dans les régions où il y a des grosses tensions en eau de suivi de l'état d'écoulement du réseau. Donc là, j'ai pris 2 cartes qui sont un petit peu plus au sud de la Bretagne, en Charente et dans la Vienne, où il y a des observations qui ont lieu en gros entre juin et octobre de l'état d'écoulement. Et ça permet de reconstituer à terme où c'est qu'il y a des assèchements, est-ce qu'on va vers une augmentation de ces assèchements ou pas. Il y a aussi d'autres technologies qui permettent à moindre coût de pouvoir le faire. Là, je vous prends un exemple de ce qu'on utilise maintenant en routine, c'est des pièges photos comme les caméras qui sont utilisées pour observer la faune sauvage, par exemple. Donc, nous, on les met en time-lapse, c'est-à-dire on leur demande de prendre une photo tous les jours à midi et à minuit
Le fait de prendre des photos de nuit, ça permet souvent d'arriver à voir la présence d'eau. Donc là, vous voyez 3 états d'écoulement. Il y a de l'eau qui court sur une petite tête de bassin versant. Il y a un site asséché et en dessous, il y a un site avec un petit peu d'eau. Donc, avec des fils très simples, on arrive à reconstituer à l'année une chronique de présence-absence d'écoulement et présence-absence d'eau. Donc, on peut imaginer que d'ici quelques années, on va compenser un peu tous les problèmes qu'on a sur le manque de données en hydrologie. Un autre problème qui se pose en termes de gestion, c'est qu'en fait, les assèchements, pour tout ce qui concerne les communautés aquatiques, c'est la variable maître. On a fait des tests avec une postdoctorante qui était venue d'Australie, où on a comparé en quoi la présence d'un zéro dans une chronique de débit nous permettait d'expliquer mieux ou pas les communautés biologiques en comparant ça avec tout ce qui est fait sur les autres composants du débit, notamment les crues. Donc, on a calculé plus de 200 métriques hydrologiques, le nombre de crues, la fréquence de crues, les bas débits, le débit annuel, etc. Et en fait, on s'aperçoit quand on prend simplement les métriques qui sont liées à l'absence d'écoulement, on explique quasiment autant de variabilité des communautés biologiques. Ce qui veut dire que, pour être un petit peu provocateur aussi, la présence d'un assèchement, c'est plus important que le nombre de crues, la fréquence des crues, etc. C'est vraiment une variable qu'il faut prendre en compte pour pouvoir expliquer la distribution de la biodiversité et donc, en retour, l'utilisation de la biodiversité pour faire de la bioindication, c'est-à-dire utiliser les communautés biologiques pour refléter et mesurer l'état écologique, ce qui est demandé par la directive cadre. Donc, pour vous montrer un peu en quoi consiste le challenge, et si c'est sur l'Albarine toujours, on a pris 6 stations d'épuration qui rejettent assez fortement des contaminants, notamment organiques, le long d'un gradient d'intermittence. Donc ça, vous avez le bassin versant de l'Albarine. En pointillé, c'est les secteurs qui sont intermittents. En continu, les secteurs pérennes. Et puis, on a échantillonné, on a demandé à un bureau d'études de nous faire des caractérisations physico-chimiques et des I2M2 en amont et en aval de chaque rejet. L'idée est d'utiliser l'amont des rejets comme étant un peu un point de référence. Et en fait, on a fait la comparaison des notes qui ont été fournies par 2 types de bioindicateurs, l'IBGNDCE et l'I2M2, et on s'aperçoit, quand on fait la différence aval-amont, donc quand la différence est à 0, c'est qu'on n'est plus capable de détecter la contamination, qu'en fait, très vite, quand on est sur 0,7% de flot permanent, c'est à 70%, 0,7, 70% de permanence d'écoulement l'année. En deçà de là, de ce seuil, on n'est plus capable de voir l'impact d'une contamination organique. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que, oui, on a un effet de cette contamination, mais en fait, cet effet, il est quasiment positif puisqu'on rajoute de l'eau, bien qu'elle soit contaminée, à un système qui n'en a pas la plupart du temps de l'année. Donc, les communautés biologiques, elles réagissent très négativement à l'assèchement et moins négativement à la contamination. Et donc, au final, l'I2M2, il est plus capable de nous donner une idée de l'état écologique réel des communautés. Donc ça complexifie beaucoup la gestion qualitative et ça complexifie aussi beaucoup la gestion quantitative de la ressource. Il y a encore beaucoup de manque de liens. Donc moi, je suis éco-hydrologue, donc je cherche à trouver des liens entre fréquence d'assèchement, diversité, etc. Il y a encore beaucoup de ces relations qui manquent pour être capable de définir quel est le débit écologique optimal sur telle ou telle rivière, par exemple. Je prends un exemple qui est très important, c'est qu'en fait, la nature, la distance et la durée de vie des refuges restent peu étudiées et peu quantifiées. On parlait des eaux souterraines dans l'exposé de Clément. Donc, les eaux souterraines et les eaux de surface se mélangent dans ce qu'on appelle la zone hyporéique. Et arriver à déterminer si on a une zone hyporéique, si elle reste en eau suffisamment longtemps et si elle contribue à la résilience du système, c'est vraiment un point qui reste à établir pour pouvoir définir des débits écologiques dans ces systèmes. Ces systèmes, ils souffrent aussi de perceptions sociales complexes. Je pense qu'ils se reflètent à travers l'exposé un petit peu. Mais finalement, les rivières intermittentes, c'est bien, c'est mal. Et en fait, quand on interroge les citoyens, les gestionnaires, on se rend compte qu'il y a des perceptions qui sont très complexes. Je reprends notre site favori qui est l'Albarine. Donc là, vous voyez à nouveau une partie de l'Albarine. En bleu, c'est là où il y a la zone qui va de jaune à violet tout à l'aval, c'est la zone qui s'assèche. Et donc, plus on va vers l'aval, plus on va vers la gauche, plus on est intermittent. Et donc, on a interrogé avec une étudiante qu'on encadrait avec Marie-Lise Cotet, qui est géographe sociale, les perceptions. On leur a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire les zones que vous préférez dans l'Albarine? Vous voyez que les zones préférées, elles sont majoritairement dans les zones pérennes. Alors, on associe ça à tout un set de services écosystémiques, que ce soit la pêche, la recherche de morilles,
les balades du week-end, etc. À l'inverse, les zones intermittentes, vous voyez qu'elles ressortent peu en positif. Et c'est même pire, c'est qu'en fait, quand on leur demande de définir des lieux qui sont perçus comme déplaisants, bah, tout ce qui ressort, c'est la zone intermittente. On a des mots qui ont pu être très durs, c'est-à-dire c'est une rivière morte, c'est plus une rivière. Voilà, alors qu'en fait, dans ce cas-là, c'est une rivière qui est naturellement intermittente. Elle s'appelle albarine. Alba, c'est une racine qui veut dire blanc, rivière de Galets. Elle est sans doute intermittente depuis la dernière glaciation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du territoire, mais elle a toujours été un petit peu mise de côté et dénigrée dans sa partie intermittente. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de cours d'eau intermittents, évidemment, même dans les zones où ils sont prévalents, type les zones méditerranéennes. Et en fait, les gestionnaires ont plutôt tendance à vouloir rajouter de l'eau dans ces systèmes, à travers des fois des effluents de steppe, des effluents agricoles, etc., pour essayer de masquer un peu le fait que ça s'assèche. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, dans ces zones asséchées, il y a de la vie, elle est simplement en attente. Soit elle est cachée dans la zone hyporique ou dans la nappe dessous, ou dans des refuges latéraux, soit elle est sous forme d'œufs de résistance, de larves qui peuvent attendre des semaines, des mois avant de pouvoir revivre quand il y aura de l'eau. Et ça, c'est vraiment un point qu'il va falloir régler parce que si ces perceptions ne changent pas, c'est vraiment une barrière à la mise en place de politiques publiques, c'est une barrière à la mise en place de restauration, etc. Les gens ne comprendraient pas qu'on dépense des milliers d'euros, des millions d'euros pour restaurer des cours d'eau où il n'y a pas d'eau une partie de l'année. C'est un verrou qui apparaît comme étant vraiment très, très fort. Et puis, ce qui complexifie un peu les choses, c'est qu'il y a de l'intermittence naturelle, beaucoup, mais il y a un signal changement climatique qui se rajoute pour le dessus, qui est très difficile à voir, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les chroniques qui sont assez longues pour pouvoir le voir. Et puis, il y a un signal des fois qui est complètement ajouté par l'homme, qui est là aussi très difficile à distinguer. La plupart des cours d'eau que peut-être vous connaissez sont intermittents, je pense que vous aurez du mal à savoir si c'est naturel, si c'est anthropique, si c'est les deux, et si c'est les deux, quelle est la part de l'un et l'autre. Et à l'inverse, il y a de plus en plus de cours d'eau, notamment dans le sud de la France, qui étaient intermittents historiquement, qui sont en train de devenir artificiellement pérennes pour des raisons X ou Y. Donc ça va dans les deux sens. Et le changement climatique a aussi dans certaines régions, je pense aux zones de montagne, qui sont normalement intermittents pendant la période hivernale, le fait qu'il y ait de moins en moins qu'il y ait des changements de température, qu'il y ait de moins en moins de glace, etc., il y a des cours d'eau qui sont intermittents en hiver qui deviennent pérennes. Et ça aussi, c'est complètement peu étudié. Alors, la bonne nouvelle pour terminer cet exposé, c'est que on a depuis, on va dire, une dizaine d'années un énorme effort qui est mis alors, par les scientifiques en France et en Europe et dans le monde en général, et par les gestionnaires qui souvent financent ces scientifiques. Je pense à l'agence de l'ORMC, par exemple, en ce qui me concerne, ou à ONEMA, AFB, OFB, ou même à des projets européens qui font qu'on a des efforts internationaux qui sont de plus en plus importants pour comprendre un peu comment fonctionnent ces milieux. Là, on vient juste de démarrer un programme européen qu'on coordonne à l'INRAE, qui s'appelle Driver. Vous avez mis un lien sur le site internet qui est justement pour objectif de modéliser sous changement climatique l'évolution biophysique et socio-économique de ces systèmes sur une dizaine de pays dans le monde, dont 7 pays en Europe, pour comprendre en fait les conséquences écologiques mais aussi économiques de la variation de ces assèchements. Et moi, j'en ai terminé pour mon exposé. Donc, je vous remercie pour votre attention.